C'est l'heure du grand débrief de l'actu et de l'été, on va dire aussi, puisqu'on est en plein dans la reprise. Avec mes commentateurs cette semaine, mon confrère d'abord, l'excellent Yann Serra, grand reporter au Magazine, et le disruptif Alain Staron, fondateur d'Amborella. Alors, à la une, qu'est-ce qu'on a? Plein de choses, on a dû faire des choix. On va commencer par ces géants américains du cloud qui sont loin d'être un gage de qualité, visiblement. En tout cas, c'est ce que nous dit une étude de Gartner, Yann. Oui, exactement. Donc, Gartner, vous savez, c'est ce grand cabinet international. Et donc, alors le cloud, on fait très vite. Les entreprises avant avaient des salles d'informatique dans lesquelles elles mettaient leurs applications, leurs ordinateurs. Et puis, c'était très compliqué. Donc, maintenant, elles vont dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et en l'occurrence, donc, dans des grands hangars, plein d'ordinateurs qui appartiennent à 3 géants américains, qui sont AWS. Enfin, il y a 3 grands leaders. Les 3 principaux, les 3 leaders sont 3 géants américains. Donc AWS, c'est Amazon, Azure, c'est Microsoft et GCP, c'est Google. Et alors, depuis le donc Covid... on se dit que si tout le monde va chez eux, c'est parce que là, on est à un top niveau de prestation. Bah oui, et puis en plus de ça, vous savez, ce sont des entreprises. Là, on n'est plus dans du Dropbox ou ce genre de choses. C'est des entreprises qui confient véritablement leurs activités critiques, leurs documents secrets, vraiment à ces géants du cloud. Et puis, ce sont les 3 leaders, donc on s'attend à ce qu'ils soient quand même plutôt au top niveau. Mais une étude de Gartner tire à boulet rouge. En fait, depuis le Covid, ça s'est totalement dégradé en termes de services. Alors, c'est pas tellement les ordinateurs, enfin les services qui ne fonctionnent pas, c'est plutôt les humains derrière, les équipes qui sont déplorables. Alors, écoutez, pour le dire très, très rapidement, donc les commerciaux d'AWS sont des gros lourds. C'est comme ça qu'ils sont qualifiés dans le rapport. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils poussent les entreprises à acheter beaucoup plus que ce dont elles ont besoin, quitte à bloquer même des projets d'entreprise tant qu'elles n'ont pas acheté des nouveaux services. Donc ça, les entreprises sont très en colère. Les équipes de Google GCP, alors là, Google, c'est le dernier à être arrivé vraiment sur ce marché-là. Manifestement, c'est des petits jeunes sympathiques, mais qui ne sont pas du tout au courant des services qu'ils vendent. Donc en fait, ils cassent les prix pour appâter les entreprises. Sauf que derrière, les tarifs remontent très rapidement. Puis alors en plus, ils conseillent très mal les entreprises. Enfin les entreprises n'achètent pas ce qu'il faut. Et puis pour terminer, Azure. Alors Azure, écoutez, là c'est simple. En fait, visiblement, les équipes d'Azure sont aussi perdues que les clients. Les contrats dorénavant de Microsoft ont été complexifiés d'une manière incroyable. C'est une usine à gaz. Et donc même eux ne s'y retrouvent pas. Et en fait, même eux ne s'y retrouvent pas. Donc les entreprises sont obligées de faire appel à des cabinets de conseil extérieurs qu'elles payent très cher pour comprendre ce qu'elles doivent acheter chez Microsoft. C'est une catastrophe. C'est une bombe atomique ce rapport de Gartner. Alors c'est une bombe atomique, d'autant plus. Il y a eu des réactions ? Alors, il y a eu des réactions, pour l'instant pas vraiment, on s'attend un petit peu à voir ce qui va se passer là à la rentrée, mais c'est d'autant plus intéressant que, vous savez, le cloud, donc c'est assez récent, mais on commence enfin à avoir un retour sur le cloud, et on se rend compte finalement que c'est pas si bien que ça, c'est surtout plus cher que prévu, c'est-à-dire que le cloud, ça vous donne une agilité, ça vous louez des services, donc vous n'avez plus à acheter des choses, c'est très dynamique, c'est très bien pour les startups, c'est très bien quand vous êtes une grande entreprise qui lance un nouveau projet. En revanche, il y a un cabinet dont le nom est imprononçable. Et on va essayer. Non, Andreessen Horowitz, oui. qui a fait des... Bon, ça va. Non, je croyais que c'était pire, mais qui a fait des simulations et qui s'est rendu compte qu'en fait, à partir du moment où votre projet a atteint sa vitesse de croisière, en fait, ça vous coûte 2 fois plus cher de rester dans le cloud plutôt que de tout réinternaliser dans une salle informatique. Alors, il y a les coûts, il y a les commerciaux. Alors, moi, j'ai vu aussi dans l'article sur le Magazine des pannes récurrentes. Oui, alors ça, c'est Microsoft. Voilà. Manifestement, okay. Microsoft, ça ne va pas du tout. Ils tombent plus en panne que les autres. Bon, alors ça fait mal. Alors il y a quand même des bons points, parce que s'ils sont leaders, c'est quand même qu'ils assurent une certaine prestation. Oui, bien sûr. Alors voilà, on leur reconnaît quand même d'être très innovants. On reconnaît à Amazon d'investir beaucoup pour trouver les services de demain. Microsoft, si vous voulez, derrière, en fait, les gens vont dans le cloud de Microsoft parce qu'ils utilisent Office, Word, Excel, voilà. Et puis, bien évidemment, ces logiciels, dorénavant, depuis qu'il s'appelle Office 365, en fait, sauvegardent tous les documents dans Azure. Ouais. Donc, les gens vont chez Azure, puis Microsoft, c'est quelqu'un qu'ils connaissent depuis très longtemps. Donc, Microsoft a plutôt la confiance des entreprises. Et alors, quant à Google, Google, là, c'est plutôt un compliment en demi-teinte, c'est-à-dire qu'en fait,
Gartner le félicite finalement d'essayer de rattraper son retard, mais bon, on comprend quand même qu'ils ne sont pas encore au point des deux précédents. Voilà. Alain Staron, une réaction sur ces égratignures, parce que ça ne doit pas leur faire très mal quand même. Non, mais aux en fait, géants du j'ai envie cloud. de dire qu'on est à un tournant. C'est-à-dire que, de manière très factuelle, moi-même, quand j'étais dans une grande boîte, on trouvait plus pratique d'aller chez un de ces trois-là parce que ça devient très compliqué de faire soi-même, surtout quand on veut démarrer. Alors, quand on est start-up, n'en parlons pas. Mais il y a l'histoire du verrouillage. C'est-à-dire, quand vous êtes chez l'un, vous êtes chez l'un. Si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez plus en sortir. Et donc, logiquement, les commerciaux, vous êtes verrouillés chez eux. Qu'est-ce qu'ils font, les commerciaux ? Ils veulent tirer de plus en plus, de plus en plus. Et donc, on est forcément coincé. La réponse, elle va arriver très très vite. Enfin, moi, je me dis là-dessus depuis déjà plusieurs années, c'est ce qu'on appelle le multi-cloud hybride. C'est-à-dire que les cabinets intermédiaires qui se positionnent, j'attends ceux qui vont arriver en disant, écoutez, moi, j'ai pas d'infra, mais je vous mets en parallèle sur les trois. S'il y en a un qui tombe en panne, on ira chez l'autre. S'il y en a un qui monte les prix, on ira chez l'autre. Le multi-cloud, ça, c'est le grand mot aujourd'hui de tous les acteurs. J'entends. On est d'accord. C'est même le cloud hybride. Voilà, c'est ça. C'est un mélange de ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être sur plusieurs fournisseurs d'infra et avoir un peu en local. Donc ça, c'est un nouveau métier. Ouais. Je connais. Je ne vais pas faire la publicité. Pour et là, on a des acteurs français. Il y a des acteurs français, absolument. Et je pense que c'est là qu'il faut aller. Et le jour où tous les grands industriels comprendront que quand ils sont verrouillés chez l'un, c'est très compliqué, exactement ce que tu venais de dire. Et ils vont passer vers ce monde-là. Et c'est ce que j'attends. C'est la prochaine étape, quoi. Donc Gartner arrive juste à point nommé pour secouer un peu le cocotier. Bon, allez, on enchaîne avec une autre actu, c'est les 10 ans de Tim Cook à la tête d'Apple, donc qui est arrivé au moment de la démission de Steve Jobs le 24 août 2011. Pas facile quand même d'endosser le rôle de patron après Steve Jobs, mais pour autant, ce que j'ai vu est plutôt positif sur son bilan. Oui. Yann. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que Tim Cook, alors c'est pas le visionnaire qu'était Steve Jobs. Il y a eu beaucoup moins d'innovations disruptives, comme on dit, depuis qu'il est aux commandes. En revanche, c'est un très bon gestionnaire. Donc le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Alors chiffre d'affaires trimestriel, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est 85 milliards de dollars donc de chiffre d'affaires trimestriel, donc multiplié par 3 par rapport à l'époque où il est arrivé. La cotation en bourse, bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, mais 2500 milliards. Donc c'est 7 fois plus qu'à l'époque où Steve Jobs est parti. Donc finalement, il a réussi à conforter Apple dans une marque qui vend des produits de luxe. Voilà. Oui. Et alors, deux choses. La première, c'est que c'est quand même un équilibre un petit peu difficile parce qu'il a très bien réussi à le mener, mais vous savez, quand vous faites des produits de luxe, c'est soit vous faites véritablement des produits de luxe, soit il y a tantôt, vos clients peuvent avoir l'impression que vous les prenez pour les vaches à lait. Et donc là, il a réussi à maintenir, mais vous savez, il y a eu quelques petites fautes de parcours quand ils ont commencé à faire des Macs là, avec les touches qui s'enfonçaient même plus tellement non, mais c'était du bas de gamme. Donc là, les gens ont arrêté d'acheter des Macs. Donc voilà, c'est quand même très très difficile. Alors après, la deuxième chose, c'est les innovations. Bon, les innovations, il n'en a pas fait beaucoup depuis que Steve Jobs est parti. Donc l'Apple Watch. Bon, c'est plus un bijou. On peut penser que si Steve Jobs avait lancé l'Apple Watch, ça aurait été un produit qui sauve des vies. Ça aurait été, je sais pas moi, qui aurait accompagné les personnes âgées, les pompiers. Bon là, sous l'ère Tim Cook, c'est un produit de luxe. Voilà. Les écouteurs AirPods. Je vois Alain qui trépigne. Ouais, bon. Selon moi, l'Apple Watch, c'est quand même le produit Apple le moins indispensable. Même les AirPods. Alors les AirPods, moi je trouve ça super bien parce que quand vous avez passé 1 an et demi en télétravail chez vous avec le bruit, avoir des écouteurs qui sont confortables, sans fil et qui vous coupent le bruit autour, c'est quand même très bien. Et puis alors la troisième innovation, c'est d'avoir remplacé, vous savez, les microprocesseurs. Alors on va parler après peut-être d'Intel, mais ça c'est important. Mais en fait, Tim Cook a pris la décision donc d'arrêter de se fournir chez Intel et de fabriquer lui-même ses microprocesseurs donc dans des usines asiatiques. Et alors ça, c'est très courageux de sa part parce que c'est quand même très risqué et visiblement, ça marche plutôt bien. Et là, encore une fois, c'est une décision de bon gestionnaire plus qu'une décision de visionnaire de produits high-tech. Je vais laisser réagir Alain Staron avant de réagir moi-même. Les écouteurs, ils tombent. Les écouteurs Apple, ça dépend des oreilles. Ça dépend des oreilles. Je ne vais pas être compatible. Après, la montre qui sauve des vies, lorsqu'ils ont la keynote je crois que c'est la version 5 ou 6, ils avaient fait venir le cardiologue, président de la fédération. Ils ont communiqué là-dessus. Ils ont communiqué là-dessus et des études montrent qu'ils envoient beaucoup de gens à l'hôpital. Trop.
Oui. Donc ça veut dire que Mais ça, c'est le propre des montres connectées de santé, qui rend un peu stressé sur la qualité de notre sang, de respiration, d'oxygène. Moi, je trouve que la montre connectée est un vrai sujet. On avait parlé une fois précédente, on ne va pas revenir là-dessus. Après, moi, mon sujet que je trouve original de Tim Cook, c'est moins l'innovation que l'engagement politique. Eh bien, j'allais le dire aussi, sur la vie privée. Alors, généralement, et en particulier sur la vie privée. Alors, il s'en est servi comme cheval de bataille depuis 2016 et la fusillade où il a dit non, je ne donne pas les données au FBI. Et donc, du coup, maintenant, c'est un facteur de différenciation par rapport à un Google et Facebook. Vous avez vu au CES les grandes publicités. Ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Circulaire, rien à voir. Et voilà, donc là, il y a eu ce début de polémique, ou cette polémique de cet été qui est très compliqué à analyser. Parce que dans les faits, toutes vos données qui sont sur des serveurs sont scrutées. Vous savez, chez Facebook, chez Google, partout. Donc on va préciser la polémique de cet été. En fait, Apple a annoncé son projet de scanner les iPhones à la recherche d'images pédopornographiques pour lutter contre cette criminalité. Et donc tout le monde s'est dit, mais alors c'est scandaleux, en fait, ils vont aller regarder ce qu'il y a dans nos messages. Et Apple a répondu, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on le fait déjà, finalement. On fait sur iCloud, on scanne déjà. On scanne déjà les contenus que nous stockons sur iCloud. En fait, oui et non. Et en fait, la technique est un peu compliquée à expliquer. C'est pour ça que les gens sont perdus. On ne scanne pas les contenus. On regarde... Enfin, un logiciel regarde si une signature des images qui sont dans le téléphone correspond à une signature d'image connue comme étant criminelle. C'est tout ce qu'on fait. C'est du scan, c'est pas de la lecture. C'est pas de lecture. Donc en fait, ces images ne sont pas visibles. Elles ne sont pas connues. Et... ce qu'ils disent benoîtement, j'ai envie de dire, c'est si on le fait au niveau du téléphone, il n'y a rien qui sort du téléphone, sauf gros problème. Et donc, du coup, on protège plus la sécurité que si c'était fait au niveau du cloud. Sauf que, intuitivement, mais Apple est dans mon téléphone. C'est dans le cloud, c'est loin, il est dans mon téléphone. Donc, la perception de cette initiative qui est plutôt pour protéger la vie privée, exactement l'inverse. Donc, il rame, j'ai vu l'interview de leur patron de la communication. Je ne suis pas sûre que ça monte autant en épingle. Il y a un autre sujet sur lequel Apple se bagarre, c'est quand même sur son magasin d'applications et son business model. Avec la guerre contre Epic Games, on a vu... Les 30%. Les 30%. Et Spotify, d'ailleurs, je reçois le patron France de Spotify demain matin. Mais là, on a un autre sujet. Soit c'est l'abus de position dominante, mais enfin, ils sont quand même au moins deux. Soit, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire là-dessus. Mais... Bon, et cette année, on attendra l'iPhone 13. Bon, il y a quelques rumeurs qui commencent, mais on aura vraiment la surprise à peu près en septembre. Et puis, il va y avoir donc le 5 octobre... le décès de Steve Jobs. J'imagine qu'Apple va préparer quelque chose. Alors... Yann, vous parliez de ce choix audacieux sur les processeurs qui nous fait rebondir sur le sujet Intel. Oui, tout à fait. Intel. Alors, Intel, peu en difficulté quand même. Voilà, on résume. Donc Intel, c'était autrefois le géant des microprocesseurs, sauf qu'ils ont totalement raté le train des puces pour téléphone portable et tablettes. Et donc, ils ont laissé ça aux Asiatiques. Et alors, du coup, les Asiatiques ont gagné tellement d'argent avec ces puces, en fabriquant ces puces pour téléphone portable, que du coup, ils ont modernisé très rapidement leurs usines au point de, dorénavant, pouvoir construire des microprocesseurs bien plus puissants que ceux d'Intel. Et c'est pour ça que Apple va chez les Asiatiques, pour ça que AMD, le concurrent d'Intel, va chez les Asiatiques, Nvidia, enfin toutes les marques qu'on connaît un petit peu de puces électroniques. Donc, branle-bas de combat. Au début d'année, ils ont rappelé un directeur historique, Pat Gelsinger, à la tête du... Donc ça fait un peu penser à l'époque où, vous savez, quand Steve Jobs est revenu chez Apple, c'était un peu la même chose. Et donc là, il a dit, bon alors voilà, bon écoutez, on se lève les manches. Donc ils ont mis en place des décisions. Alors ils assument qu'ils ne vont pas arriver à innover tout seuls, ça c'est acquis. Donc ils sont allés chercher deux technologies ailleurs, une chez IBM. Alors vous savez, chez IBM ils sont bardés de prix Nobel et ils ont trouvé un moyen pour miniaturiser, parce que c'est ça le truc dans les microprocesseurs, c'est qu'il faut que vous arriviez à miniaturiser et c'est comme ça que vous êtes plus puissant et que vous consommez moins d'énergie. Ils ont trouvé chez donc IBM une invention qui permet de descendre bien au-delà de ce qu'ont fait les Asiatiques, et ils ont trouvé au CEA à Grenoble, donc là aussi des experts de la matière, des gens qui ont trouvé un moyen pour construire les microprocesseurs comme des Lego, ce qui fait que ça permettrait à Intel de réduire les coûts de sa fabrication. Donc vous savez, comme je vous le disais, c'est les Asiatiques qui ont gagné beaucoup d'argent, donc ils ont pu innover très vite. Du coup, Intel aurait moins besoin d'argent, puisque voilà, et enfin, en tout cas, ça lui coûterait beaucoup moins cher de fabriquer des microprocesseurs, donc ils pourraient aussi évoluer assez rapidement. Donc, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils vont imiter le modèle asiatique, c'est-à-dire que dorénavant, auparavant, Intel, c'était un petit peu, vous savez, cet empire là où ils faisaient tout à l'intérieur, et puis en fait, ils narguaient tout le monde. Là, dorénavant, en fait, ils vont ouvrir leurs usines aux
aux autres, à leurs concurrents, donc en leur disant, voilà, ils vont essayer de faire des prix compétitifs avec les Asiatiques. Et le troisième point, c'est que si... Penser écosystème pour Alain Staron. Penser écosystème. Et il y a un vrai sujet, en fait. Et le troisième point, c'est qu'ils vont peut-être, alors s'ils gagnent suffisamment d'argent, donc ouvrir des nouvelles usines, dont en Europe. Là, en ce moment, Paul Gelsinger fait le tour de tous les gouvernements européens. On aimerait bien que ce soit en France. Hein, on aimerait bien que ce soit en France, au prétexte que, vous comprenez bien, messieurs les Européens, et surtout les constructeurs automobiles européens, vous ne devez pas dépendre uniquement des puces asiatiques, d'autant plus qu'en ce moment, on est en pénurie, parce que toutes les puces viennent de l'Asie et que les bateaux n'arrivent plus, que pour tout un tas de raisons à cause lié au Covid. En fait, aujourd'hui, les constructeurs automobiles, surtout, ne peuvent plus se fournir en plus pour leur voiture. Clairement une carte à jouer. Hein. Alors, c'est un choix. Le choix n'est pas fait officiellement. Je me demande s'il n'est pas fait officieusement. Ah. Donc, vous disiez, Intel, c'est à la fois le fondeur et le développeur de le choix sûr. de la stratégie d'Intel. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient monoblocs. Quand vous êtes intégré verticalement dans un monde écosystémique, vous n'êtes plus intégré verticalement, vous allez partout. Ils avaient deux options. Pousser leur microprocesseur et aller chez TSMC. Pourquoi pas? Puisqu'ils n'ont pas, la finesse de gravure suffisante, mais les Chinois l'ont, donc ils pourraient y aller. Et l'autre option, c'est le contraire. C'est, je vais moi-même investir dans la technologie de fabrication, mais quid de mes processeurs? Et donc, dire sans le dire, c'est quoi? C'est OK, mon concurrent, c'est TSMC, donc je vais faire de la fabrication de microprocesseurs. D'ailleurs, je l'ouvre à mes concurrents. Donc, je vais produire pour mes concurrents de mon produit final. Et donc, la vraie question qui se pose, est-ce que le x86 & Co., est-ce que les processeurs Intel vont encore exister? Sachant que aujourd'hui, la vraie clé sur la design de chip, c'est l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde qui y est, vous avez Samsung, vous avez Google, vous avez Nvidia, vous n'avez pas Intel. Et c'est l'IA qui permet de designer des chips moins gourmands. Intel a raté le mobile parce que ça consommait trop, ces chips. Et dans un mobile, on a besoin de batterie. C'est juste pour ça qu'ils sont plantés. Oui, c'est peut-être une question de choix stratégique. Voilà, donc le choix stratégique, moi je suis très curieux de connaître la suite. Est-ce qu'ils vont devenir un fondeur pour tout le monde? Et c'est une excellente nouvelle pour l'Europe. Il y a Thierry Breton qui a lancé un truc à 30 milliards pour faire une usine from scratch. Là, on aurait l'intérêt de bosser avec des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Et auquel cas, très bien, on a une alternative américano-européenne au monopole asiatique sur la fonderie de chips. Ou est-ce qu'on va toujours avoir des processeurs Pentium, etc. etc. Et sachant que là, il n'y a rien d'écrit dans ce qu'ils annoncent. Allez, on termine, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, avec une image, c'est ce Tesla Bot, en fait, qui a été présenté par Elon Musk au Tesla AI Day. Il nous parle de la mise au point d'un prototype de magnifique humanoïde, d'ailleurs, amical, aidant. Il est prévu pour 2022, ce prototype, parce que pour l'instant... C'est du papier, c'est un dessin. Oui, mais ça, c'est du grand Tesla, c'est du grand Elon Musk. C'est du grand Elon Musk. Il envoie ce roster sur Mars. Voilà, donc il change le paradigme de la voiture. Mais là, il veut se présenter toujours comme le visionnaire. En fait, toutes les technos qu'il met dans ses voitures seront dans des humanoïdes demain, et donc c'est lui qui va le construire en premier. Alors il y en a quand même certains qui disent, là, Elon Musk, il délire. Il nous présente un truc qui n'existe pas, et de toute façon, il fait diversion, parce qu'en vrai, il a quelques soucis avec les crashs de Tesla, 11 en l'occurrence, sur lesquels il y a une enquête aujourd'hui aux États-Unis. Donc deux sujets différents. Alors Alain, une minute pour réagir. Donc deux sujets différents. Un, Tesla met en place un processus d'intelligence artificielle assez original, où il définit des inférences de manière plus fine. C'est-à-dire, inférence, c'est le sens de ce qu'on peut décoder comme objet, le sens de ce qui fait, est-ce que c'est un chien, est-ce qu'il court, etc., beaucoup plus fortement que tous les concurrents. Bien. Deuxièmement, il fabrique des voitures. Et les usines de voitures sont parmi les usines les plus robotisées au monde. Donc il sait ce que c'est que des robots, lui-même il fait les robots. Bien sûr. Donc après, le coût marketing, c'est dire je donne à mon robot une apparence d'humain, ce qui n'est pas qu'un coût marketing, parce que si vous voulez remplacer l'homme dans les postes de travail, il faut que ce soit un truc qui ressemble à peu près à un homme. Pas forcément. Alors, il y a plein de roboticiens qui vous diront il n'est pas forcément très efficace d'avoir deux bras, deux jambes. J'entends bien, mais sur des postes qui sont aujourd'hui compliqués à gérer autrement, mais je reconnais que c'est assez marketing, le bipède. Quand même. Mais c'est du Elon Musk. Mais il y a un vrai fond technique derrière. Bon, ok. À suivre alors. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir commenté quelques-unes des grandes actus qui nous ont fait réagir cet été. Merci Yann Serra du Mag IT et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, vous allez découvrir justement un nouveau rendez-vous pour répondre à cette question: où va l'intelligence artificielle ?